conclusion de cette journée. Je vais demander à tous les trois d'être, mais très rapidement, de nous dire ce que vous retenez de la journée d'aujourd'hui, parce que j'aimerais qu'on prenne un peu le temps quand même d'écouter Christophe Bianchi, qui reviendra avec nous dans quelques secondes sur la manière dont ils vivent ça, eux, en Suisse, du côté du CHUV de Lausanne, avec des exemples très précis de ce qu'ils ont mis en œuvre, et notamment sur l'événement Cromontana. C'est un témoignage que je voudrais que vous entendiez. Donc, rapidement, à tous les trois, qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'on se dit depuis ce matin? S'il n'y avait qu'un truc à retenir, ce serait quoi? Ah mince, j'en ai 3. Mais je vais aller rapidement. Première chose, je retiens que j'ai une demande de médecin, une fois de plus, c'est-à-dire d'avoir de la preuve scientifique, etc. Je pense que la journée a quand même démontré qu'il y avait des résultats assez robustes quand on voit qu'on désengorge un service d'urgence, etc. Enfin, assez rapidement, il y a quand même des résultats. Peut-être qu'on a créé un passif avec la gestion des nids en faisant des projets pas forcément adaptés. Je pense que c'est ça qui déclenche de la méfiance maintenant et qu'il faut sans doute retourner aussi, c'est-à-dire qu'on met des règles de gestion des nids et les règles, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire à quel point, à quel moment ça devient mauvais pour les équipes médicales, paramédicales, à quel moment ça fait perdre du sens au travail et à quel moment ça fait perdre des chances ou en tout cas de la qualité de prise en charge pour le patient, parce que peut-être qu'on a aussi poussé le bouchon un peu loin en déprogrammant à tout va, etc. Ça, c'est la première chose. Enfin, c'est 2 choses en une. Et la deuxième chose que je retiendrai, c'est, et ça, le coût humain de la gestion des nids, le coût humain en termes de projet. Je sais qu'à l'hôpital, dans l'établissement, on a l'habitude de faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. Je ne suis pas persuadée que ça marche longtemps et je ne suis pas persuadée que ça fonctionne sur la gestion du nid. Donc le temps de projet, le temps de cadrage, le temps de compréhension, c'est sans doute un temps qu'il faut prendre avant de se projeter dans l'outil. Je redis un peu ce que j'ai dit ce matin, mais je crois que c'est important. Et en plus, on en a beaucoup parlé de manière informelle pendant le déjeuner. Et la troisième chose, c'est que je me suis dit peut-être qu'on devrait arrêter de mettre le mot lit dans gestion de lit. Je pense que ça nous perd tous un peu, la notion de lit. C'est hyper statique, etc. Et que finalement, ce dont on a parlé, c'est de gestion de flux. C'est le bon angle d'attaque, c'est 3 flux. C'est le programmé, le non programmé et le flux urgent. Quand on n'a que le flux urgent, je persiste, on est aveugle. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Et donc l'IA, c'est la cerise sur le gâteau. Il n'y a pas besoin de l'IA pour commencer. On a vu plein de projets ultra fructueux là, autour de la table qui n'ont pas eu besoin de l'IA pour démarrer. Donc voilà, engagez-vous sur des cadrages, engagez-vous avec le soutien des équipes de direction et aussi engagez-vous dans des directions qui n'hypothèquent pas la qualité de prise en charge médicale, le ressenti des soignants, etc. Parce que ça aussi, on joue la confiance là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. On va passer la parole à Hervé. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que, de toute manière, il y a une volonté. Il y a une volonté qui est une volonté nationale, une volonté régionale, une volonté des établissements. On sent bien cette volonté qu'il y a quelques années, on ne ressentait pas forcément de manière aussi forte. C'était un peu nouveau, le bed management. Donc là, maintenant, on sent vraiment qu'on rentre dans quelque chose de nouveau, qui est la cellule d'ordonnancement, qui est quelque chose de plus complet. C'est un projet qui est majeur pour un établissement, qui va structurer un établissement. Je pense qu'il faut le garder à l'esprit. C'est un projet qui, d'après ce que j'ai entendu, prend beaucoup de temps quand même, en tout cas à mettre en place, qui évolue aussi dans le temps, qui doit être porté institutionnellement par la direction de l'hôpital, par les équipes soignantes, qu'il faut prendre en compte les différents flux, le flux du programmé, du non programmé, des urgences, qu'il faut prendre en compte la durée moyenne de séjour, qu'il faut prendre en compte les entrées, les sorties, donc beaucoup de choses à prendre en compte aussi, qu'il faut utiliser des bons outils, et ça on a vu que c'est pas facile non plus, comme passer d'un outil à l'autre, qu'il faut un accompagnement au changement, qu'il faut amener tout le monde dans le même sens. Donc beaucoup de choses en fait, mais on voit que les projets qui marchent finalement sont très adaptés au territoire. Il y avait les 3 exemples qu'on a pris, ces 3 exemples très différents finalement, avec Argenteuil, Lumédo, l'accès à un deuxième recours
beaucoup plus rapide, avec Le Mans qui est plus classique dans une cellule d'ordonnancement, avec notamment ce que je disais tout à l'heure, ce matin, c'est l'influence aussi sur le capacitaire de l'établissement. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et si la cellule d'ordonnancement ne va pas aussi vers l'adaptation du capacitaire, elle manque une partie de ses missions. Valenciennes avec l'IA, bon, on l'a vu, on s'est dit, enfin moi je me suis dit, c'est plus que, on parlait de tour de contrôle, mais là c'est un cockpit de pilote, quoi. Il faut vraiment comprendre tout ça. Pour la relation ville-hôpital, alors ça j'en ai entendu parler, ça fait 25 ans que j'en ai parlé de la relation ville-hôpital, mais je pense que c'est quand même important, non seulement pour les entrées, mais aussi pour les sorties des patients. Quand j'entends, moi personnellement, j'ai la chance d'avoir mon épouse qui est médecin généraliste et ma fille qui est médecin spécialiste endocrino dans l'hôpital. Et donc, je passe de l'un à l'autre. J'ai ce côté schizophrénique. C'est que quand je suis à la maison, j'entends les critiques de l'hôpital. Les urgences, c'est nul. Ils ont attendu tant de temps. J'arrive pas à mettre un patient. On ne reçoit pas des comptes rendus, mais quand même en 2026, etc. Mais donc, j'explique l'hôpital à la ville. Et puis, quand j'arrive à l'hôpital, on me dit « Mais c'est médecin généraliste, quel branleur, franchement. Il m'a encore envoyé des patients. » Alors là, j'explique quand même les conditions de travail de la médecine générale. Et j'ai reçu aussi le retour des services d'hospitalisation où ma fille me dit « Non, mais j'ai encore reçu un patient des urgences qui ne va pas du tout. Il n'y a rien à voir à l'endocrino. Non, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, etc. » Donc, cette connaissance du métier de chacun, du métier des spécialistes d'établissement, la connaissance du métier des urgences, la connaissance de la ville est à mon avis aussi quelque chose d'essentiel. Fondamental, ça me semble important et ça ressort effectivement de nos échanges du jour. Anne-Séverine. Je vais être extrêmement succincte, je ne vais pas redire ce qui a été dit et qui a été extrêmement bien dit par Valérie et par Hervé. Moi, si je retenais un seul élément de la journée, ce serait de pouvoir dire que gérer les lits, c'est aussi et peut-être même avant tout gérer l'humain. Remettre l'humain au centre de tout ça, effectivement. Ça ressort également. Alors, je vous présente le docteur Christophe Bianchi, qui est là depuis ce matin avec nous, et je l'en remercie, qui a lui aussi tout écouté. Avant que nous fassiez un retour d'expérience de ce que vous pouvez vivre en Suisse, vous aussi, qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée? Ça m'intéresse. Moi, je rejoins ce que vient de dire Anne-Séverine par rapport à l'aspect humain du bed management, finalement. Je trouve que les propos de nos collègues de la ville ont eu beaucoup de résonance en moi par rapport à la place du patient dans tout ça. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'au centre de notre travail, il y a une personne, alors elle a son entourage, effectivement, comme ça a été dit, mais le patient est vraiment central. Il ne faut jamais oublier que notre travail, on le fait pour les patients, aussi pour les soignants. On a parlé de qualité de vie des soignants aussi, mais je crois que le patient, il est vraiment central. Et l'humain au milieu, il est fondamental. Et je crois que ça ressort dans les mots, la communication, l'anticipation, mais finalement, c'est dans les échanges, dans le fait de décloisonner nos systèmes de santé, qu'on va arriver à avancer dans ce domaine-là aussi et de pouvoir rendre les parcours patients plus fluides et plus adaptés pour tout le monde, pour le patient, pour les soignants, pour les médecins généralistes, pour les médecins urgentistes et tous les gens qui sont autour. Alors, on profite de votre présence avec nous aujourd'hui pour un partage d'expérience de la cellule d'ordonnancement en Suisse, puisque c'est de là que vous êtes. Alors, je ne sais pas si vous en êtes originaire, mais c'est là que vous travaillez. Voilà. Est-ce que ce que vous avez entendu ici aujourd'hui à Narbonne est très différent de ce que vous faites, vous, en Suisse? Comment ça se passe dans votre pays? Est-ce que vous avez des exemples précis à nous donner? Alors déjà, je commence à dire qu'on n'a pas tous des belles montres et du chocolat à offrir en cellule d'ordonnancement. Ah bon? Non, alors ça m'a pas mal questionné, marqué pour plusieurs raisons, parce que pour le coup, nous en Suisse, en tout cas sur le CHU de Lausanne et pour toute la partie française, donc la partie romande, on a des cellules d'ordonnancement qui sont très matures au niveau des institutions. Pour vous donner l'exemple de mon institution, c'est une cellule d'ordonnancement de 12 personnes qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, par rapport à certaines organisations que j'ai pu entendre aujourd'hui, je pense que vous êtes très envieux et envieuses de notre organisation. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne mieux.
pour la simple et bonne raison que nos cellules d'ordonnancement sont très matures en termes institutionnels, mais on est très peu mature en termes de coordination territoriale. Moi, je ne peux pas vous dire à l'instant T la place disponible dans l'hôpital qui est à 20 minutes de Lausanne ou dans l'hôpital qui est à 30 minutes de Lausanne. C'est impossible pour nous de le savoir. On n'a pas du tout cette vision territoriale comme vous l'avez ici, aussi à travers le travail de l'ORU, et là je fais un peu de la publicité pour la structure qui m'engage pendant une année, mais clairement on n'a pas cette possibilité-là, et c'est vraiment une force de votre système. Et j'ai envie d'appuyer un petit peu le positif de votre système, parce qu'on a beaucoup discuté aujourd'hui de tout ce que vous pourriez mieux faire, tout ce qui manque, tout ce que vous pouviez faire de plus, mais vous avez aussi des choses qui marchent, et je crois que cette vision territoriale que vous avez en France, elle est forte, et il faut en prendre soin. Donc moi qui viens d'un système de santé où on n'a pas du tout la possibilité d'avoir cette vision-là, en tout cas pour le moment, je vous enjoins à renforcer ces liens territoriaux que vous avez déjà, parce que c'est une vraie force. Après, au niveau de l'institution, d'avoir une cellule d'ordonnancement qui fonctionne, ça permet effectivement d'avoir un flux patient qui fonctionne aussi, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas de patients qui passent la nuit sur les brancards, ce n'est pas pour autant qu'on a des salles d'attente qui sont pleines, ce n'est pas pour autant qu'on a des hôpitaux qui sont saturés également, on a les mêmes problématiques qu'en France, c'est exactement la même chose, mais ça nous permet d'être peut-être un peu plus fluide aussi dans l'organisation des soins au quotidien. Pour vous donner un exemple, chez nous, aux urgences, le médecin cadre des urgences, donc le médecin senior, a la toute-puissance sur le placement des patients dans l'hôpital. Personne n'a son mot à dire par rapport à l'orientation des patients. Mais ça fonctionne aussi parce que les spécialistes nous font confiance. Et là, j'avais pas mal de résonance par rapport aux propos de notre collègue du Mans qui disait qu'il y avait une confiance entre médecins et entre spécialistes par rapport à ça, parce que ce n'est pas les urgentistes qui sommes les tout-puissants et qui, de toute façon, ont fait et les autres n'ont rien à dire. Ça fonctionne aussi parce que les gens nous font confiance, mais ça se construit. Et ça se construit au départ, et ça je reviens aussi peut-être à l'origine de tout ça, c'est qu'il y a des décisions qui ont été prises au niveau de la direction institutionnelle qui ont permis de mettre en place ces choses. C'est des décisions fortes pour montrer qu'en fait, la surcharge des services des urgences, ce n'est pas juste la problématique des urgences, c'est le problème du système de santé. Et la responsabilité, elle n'est pas sur les urgences, elle est sur toute l'institution. Et il y a une vraie prise de conscience de la part des directions institutionnelles chez nous par rapport à ça, de dire que la surcharge des urgences est une responsabilité de l'institution et pas seulement des gens qui sont aux urgences. Et cette vision-là, elle a permis de trouver des solutions, d'évoluer et de faire aussi évoluer les pensées, les cultures dans l'institution, à travers l'institution, par rapport au rôle de chaque service, de chaque soignant, d'aider les urgences en tout temps pour prendre en charge les gens qui sont chez nous au sous-sol, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pas dire que chez nous c'est mieux, c'est moins bien, on est plus avancé peut-être sur certaines choses, mais on a clairement du retard sur d'autres. Et je vous assure que vous avez un système qui est enviable sur certains points. Donc prenez-en soin et développez-le, parce que moi je suis certain que c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est en collaborant, en ayant une vision territoriale comme vous l'avez ici en France. Alors la maturité de votre... Oui, bien sûr. La maturité de votre système, quand même, il a fait ses preuves, notamment, on en a parlé tous les deux au téléphone, à deux moments très précis, alors à beaucoup d'autres moments, mais à deux qu'on peut peut-être valoriser aujourd'hui, que sont le Covid et l'incendie de Crans-Montana, en tout cas la prise en charge des brûlés de Crans-Montana. Alors, commencer peut-être par le Covid. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai eu une position un peu particulière pendant le Covid. À la première vague, j'ai en fait pris le rôle de bed manager pour toute la médecine polyvalente du CHU de Lausanne. Pour vous donner un petit chiffre, notre centre de médecine polyvalente, il a 180 lits habituellement. On a doublé la capacité pendant la première vague du Covid. On est passé à 360 lits. Et en fait, notre cellule d'ordonnancement à ce moment-là n'était pas aussi mature qu'aujourd'hui. Et il a fallu un petit peu se débrouiller avec ça. Et moi, j'ai eu ce rôle pendant le Covid où j'ai dû gérer finalement la gestion des patients qui arrivaient et l'hospitalisation des patients Covid au sein de mon institution. Moi, j'ai retenu 3 choses de ça que j'ai retrouvées aujourd'hui et que j'aimerais partager avec vous. La première chose, c'est les outils pour vous soutenir là-dedans. Parce que faire de l'ordonnancement, faire de la gestion des lits, faire du parcours patient, ça nécessite des outils adaptés. Et là, je ne sais pas si les collègues de l'ARS sont encore là, mais ou les collègues aussi direction d'institutions. Il faut appuyer les institutions, donner les moyens aux institutions de développer les bons outils pour pouvoir travailler, pour pouvoir aider à cet ordonnancement. La deuxième chose, et là je vais un peu à
l'encontre peut-être de l'hésitation qu'a eu Madame Reznikov par rapport à l'expérience terrain des personnes qui composent une cellule d'ordonnancement. Je suis persuadé qu'il faut des gens qui connaissent le terrain dans une cellule d'ordonnancement. Ça doit être pris en compte et pris par des gens qui ont l'expérience du terrain. Est-ce que des gens qui n'ont pas cette expérience peuvent s'en sortir? Je pense que oui, parce que ça peut s'apprendre, effectivement. Mais je pense que l'expérience terrain est un vrai plus pour un rôle de ce type. Et finalement, on l'a bien dit toute la journée, mais les contacts hospitaliers, les contacts au sein de l'établissement, entre médecins, mais aussi avec les soignants, sont primordiaux pour pouvoir décloisonner, pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire tomber les barrières et puis pouvoir faire évoluer les pensées aussi dans une responsabilité de ce type. Donc cette expérience-là, elle est intéressante aussi du point de vue qu'on a pu entendre ce matin, que les médecins ont besoin d'arguments scientifiques pour pouvoir accepter. C'est vrai que moi, au début, j'étais comme ça, puis en y étant confronté directement, on se rend compte que finalement, c'est des aspects humains qui permettent de faire avancer les choses, puis pas juste des chiffres. Et là, je crois que le contact, il est central. Donc, pour les personnes qui sont en train de développer l'ordonnancement, allez boire des cafés avec vos collègues. Prenez 10 minutes pour boire un café, boire un jus d'orange, manger un dessert, parce que je vous assure que vous réglez beaucoup plus de problèmes comme ça qu'en mettant des réunions ou des points de situation, des audits ou des choses comme ça. Ça se passe dans des moments informels. Donc profitez de ces moments-là pour développer vos idées et pour mettre en place votre cellule d'ordonnancement. Je suis persuadé que c'est comme ça qu'on va réussir. Donc ça, c'est plus pour l'aspect Covid. Pour l'aspect Crans-Montana, je ne crois pas que j'ai besoin de recentrer et de contextualiser ce qui s'est passé. Non, je ne pense pas. Tout le monde, l'incendie de Crans-Montana, ça parle évidemment à tout le monde. En début d'année, quand j'en parle avec beaucoup d'humilité pour deux raisons. La première, c'est que je n'étais pas sur place ce début d'année, donc j'étais ici à Narbonne, du coup. Ma femme est narbonnaise, donc j'étais à Narbonne. Je n'ai pas vécu ça, donc je parle de l'expérience de mes collègues, de l'expérience de mes amis qui ont vécu cette situation. Et deuxièmement, je le parle avec une certaine responsabilité parce que cet événement a quand même fait 41 morts à ce jour, 115 blessés dont 38 sont encore hospitalisés aujourd'hui. Je crois qu'on a une certaine responsabilité par rapport à ces gens de faire améliorer et d'identifier ce qui a bien marché, mais d'identifier aussi ce qui n'a pas marché dans cette gestion de situation pour améliorer notre système. Je crois qu'on leur doit ça aussi à ces jeunes. Mais je crois que cet événement, il permet de montrer, à mon sens, toute la plus-value et tout le bénéfice d'une cellule d'ordonnancement qui fonctionne. Pour vous donner 2-3 chiffres par rapport à ce qui s'est passé, donc l'incendie s'est déclaré à 1h30 le 1er janvier. Au CHU de Lausanne, on a eu la première information fiable du terrain à 2h20, donc 50 minutes après, comme quoi il y avait un événement majeur à Crans-Montana et qu'on allait sûrement recevoir du monde, étant donné que le CHU de Lausanne est un centre de grands brûlés en Suisse. On nous a initialement annoncé 2 brûlés. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que les rumeurs qui circulent font état de plusieurs centaines de blessés et de 70 à 80 morts sur place. Ça, c'est les rumeurs au moment où on apprend l'événement au CHU de Lausanne. 2 heures après l'événement, le premier patient brûlé arrive au CHU, donc à 3h30. À ce moment-là, le plan blanc n'a pas encore été déclenché au CHU, mais l'arrivée en fait du premier patient fait démarrer une certaine réflexion aussi chez mes collègues des urgences de dire on va avoir un afflux massif de victimes, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, les premières réflexions ont été faites. La cellule d'ordonnancement, je vous l'ai dit, chez nous, elle est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont commencé à travailler à ce moment-là pour vider les lits de réanimation. Au total, au CHU de Lausanne, donc au CHUV, on a reçu 22 patients brûlés, entre 15 et 70% de brûlures. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des grands brûlés. Tous intubés ou en voie de l'être quand ils sont arrivés chez nous. En 2 heures, donc entre 3h30 et 5h30, la cellule d'ordonnancement a vidé 15 lits de réanimation pour permettre l'accueil de tous ces patients. On ne savait pas à ce moment-là combien de patients et de patientes on devrait recevoir, mais en 2 heures, il y a 15 lits de réanimation qui ont été faits. Je pense qu'on peut se rendre compte de ce que ça peut demander comme anticipation en temps normal de sortir un patient de réanimation. C'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup d'anticipation. Et là, en 2 heures, ça a été fait au mieux pour pouvoir accueillir ces jeunes patients qui ont été pris en charge par la suite.
Ce qui est plus intéressant par rapport à ce chiffre, c'est que dans les jours qui ont suivi, sur les 15 patients qui sont sortis de réanimation pour faire de la place aux jeunes patients qui sont arrivés, aucun n'est retourné en réanimation. Et ça, je suis persuadé, je n'ai pas de chiffres et je n'ai pas de choses objectives à vous montrer par rapport à ça, mais je suis persuadé que l'expérience et l'expertise de mes collègues de la cellule d'ordonnancement a eu un rôle là-dedans, parce qu'en connaissant l'hôpital, en connaissant les unités de soins, en connaissant les équipes, elles ont pu choisir la meilleure destination ou la moins mauvaise destination pour les patients de réanimation qui sortaient pour faire la place aux patients de Crans-Montana. Et je crois que ça, c'est une réussite finalement qu'il faut mettre au crédit de la cellule d'ordonnancement de mon CHU. Voilà, l'événement de Crans-Montana, c'est ce qu'il y a de pire et je suis aujourd'hui content de ne pas l'avoir vécu parce que j'ai beaucoup de collègues qui sont encore très impactés par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu, par ce qu'ils ont senti. Et je pense malgré tout que le fait d'avoir une cellule d'ordonnancement mature dans notre institution nous a permis d'accueillir tous ces gens de la meilleure manière possible. Et vous avez sûrement lu dans les journaux qu'il y a eu beaucoup de remerciements pour l'efficacité de la chaîne des secours, pour ce qui a été fait pour accueillir ces gens. C'est clairement grâce à ça qu'on a pu faire face, parce qu'on a eu du temps aussi pour se préparer un minimum. On a eu 2 heures avant l'arrivée des premiers patients. Mais c'est surtout la cellule d'ordonnancement dans ce contexte qui a eu un gros rôle à jouer pour l'accueil dans de bonnes conditions de ces jeunes patients. Et je rebondis sur l'événement de Crans-Montana par rapport au bed management de façon plus globale, parce qu'il y a une chose qui, moi, m'a impressionné, c'est qu'en 4 jours, tous les patients et patientes brûlés qui nécessitaient des soins avancés ont pu être transférés dans des centres spécialisés à travers l'Europe. 4 jours. C'est extraordinaire. Il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui ont été transférés en Pologne, en Roumanie, en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne. Ce qui a été fait, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas pour lancer des fleurs à la Suisse de dire que notre coordination... Ça a fonctionné parce qu'on s'est mis... Tout le monde s'est mis autour d'une table. Et tout le monde a offert la possibilité à donner des aides, à faire ce qui était nécessaire pour aider ces jeunes. Et pour moi, c'est l'image que je garde de cet événement, c'est ça, c'est que finalement, si on se met autour d'une table, qu'on parle, qu'on discute, qu'on échange, on trouve des solutions et on arrive à faire des choses qu'aujourd'hui, on n'imagine pas possible. Si moi, le 15 octobre, on m'avait dit, il y a un événement tel que Crans-Montana qui arrive à Lausanne, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, eh ben, on est vraiment dans la merde. Et finalement, ça a été géré bien, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, je ne suis pas ici pour en parler non plus, mais il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais en globalité, ça a bien fonctionné, et je crois que c'est l'humain, finalement, qui a été au centre, qui a permis que ça fonctionne bien, et ça me fait rebondir sur ce que je vous disais avant. Je crois qu'on est beaucoup plus fort en buvant un café avec un collègue pour trouver des solutions, plutôt que de faire des réunions avec 50 personnes, avec des PowerPoint et avec des choses comme ça, qui font qu'on avance beaucoup moins vite. Donc, buvez des cafés. Très belle conclusion. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Merci beaucoup, Christophe Bianchi. Cette conclusion est parfaite et elle conclut parfaitement cette journée. Merci à tous d'avoir été avec nous et on va te laisser le mot de la fin. Séverine, je crois que tu as quelques remerciements à faire. Oui, tout à fait. Alicia, peut-être que tu veux me rejoindre pour qu'on fasse ces remerciements conjoints. Déjà, Priscille, un immense merci pour avoir animé avec brio, dynamisme, enthousiasme l'ensemble de cette journée. Tu as été très, très précieuse à nos côtés, donc un grand merci à toi. Merci à tous. Merci. Un grand merci aussi à vous tous pour avoir joué le jeu tout au long de cette journée, pour avoir contribué aux échanges, au dynamisme que nous avions pensé, calibré, réfléchi pour cette journée. Mais on avait tellement besoin de vous pour que cette journée soit ce qu'elle a été, que merci à vous tous déjà d'avoir répondu présent, d'avoir partagé vos expériences, de les avoir partagées avec authenticité, avec liberté de parole, parce qu'on comptait aussi beaucoup sur cette liberté d'échange pour partager ce qui fonctionne moins bien. Donc, encore une fois, pour la 3e fois, un grand merci à vous tous et toutes.
Un grand merci aussi à l'ensemble des équipes de l'ORU pour avoir construit cette journée, pour avoir participé à cette journée. Un merci tout particulier à Marion qui a beaucoup donné de son temps et de son énergie pour participer à cette journée. Et puis également un grand merci à l'ensemble des intervenants de cette journée pour leur prise de parole qualitative, leur partage d'expérience, pour avoir répondu aussi présent à nos sollicitations et avoir relevé le défi d'être à nos côtés sur cette journée. Et puis peut-être aussi un tout dernier mot pour, alors vous êtes en plein dans la lumière, mais pour l'Agence régionale de santé, aussi pour nous faire confiance dans tout ce qu'on développe au quotidien et être à nos côtés pour nous suivre dans toutes les propositions de projets qu'on peut faire. Merci aussi à vous. Alors, je clôture très rapidement. Merci à la météo, tu l'as oublié. C'est vrai, j'aurais peut-être dû commencer par la météo. Merci à Hervé qui déteste les remerciements. Et un petit dernier mot, tous les deux, puisque c'est la dernière pour nous, pour ceux qui nous connaissent ou ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, on laissera la place, mais vous avez vu, elle s'est parfaitement illustrée. Anne-Séverine et l'ensemble de l'équipe, Nicolas qui est là aussi. Hervé part à la retraite, presque, en congé, 9 mois avant la retraite. Vive les CET. Et moi, je quitte l'ORU, du coup, aussi, fin juin, début juillet. On verra pour de nouvelles aventures après 8 ans à la direction de l'ORU. Donc voilà, c'est une dernière et je suis ravie qu'elle se termine comme ça parce que je pense que c'était une très belle deuxième édition. Donc voilà, merci à tous et bonne suite sur le bed management et autres.